Bonjour et bienvenue dans la 4e partie de ce top 52 de mes héros et héroïnes préférés de l'univers DC. On approche mine de rien des dizaines, et on a dépassé la moitié, puisqu'on est sur une partie 4 sur 6, et voilà, je vous propose tout simplement de continuer directement et d'entrer dans le vif du sujet avec... Numéro 25, Stargirl. Eh bien commençons par Stargirl, alias Star Spangled Kid, alias Courtney Whitmore de son nom civil. Un personnage cher à mon cœur, créé par Geoff Johns et Lee Moder en 1999. Ce qui en fait un personnage qui, sur le temps long des comics, n'est mine de rien pas si vieux que ça. Vous la connaissez sans doute de par sa série TV, qui était simple mais pas déconnante, qui est sortie il y a quelques années. Mais moi je crois que j'ai pratiquement lu toutes ses apparitions en comics. Pratiquement. Bon, c'est plus simple pour les personnages récents, forcément, ils ont moins d'apparitions. Courtney Whitmore, c'est une jeune fille originaire de Californie, et plus spécifiquement de Beverly Hills. Et même si Courtney n'est pas vraiment intégrée à la vie de Beverly Hills, ça donne quand même certaines attentes dans la vie. Des attentes un peu rapidement douchées quand sa mère, Barbara Whitmore, après un premier mariage malheureux, se remarie avec un certain Pat Dugan. Bien que Courtney n'ait pas vraiment connu son père biologique, puisque le divorce a eu lieu quand elle était très jeune, elle réagit très mal à ce deuxième mariage. Du genre où elle arrête tout simplement de travailler à l'école. Et finalement, quand la famille doit déménager au Nebraska, dans la petite ville de Blue Valley, là, c'est la fin de tout. Et en même temps, c'est aussi le début, parce que c'est pendant le déménagement que se déroule le numéro 1 de sa série, Stars and Stripes. C'est en fouillant dans les cartons de déménagement qu'elle découvre le secret de son second papa, Pat Dugan, qui est en fait un ancien sidekick de super-héros. Il était en effet Stripesy, le seul sidekick adulte qui aidait un super-héros adolescent, le Star Spangled Kid, Sylvester Pemberton. Sylvester est malheureusement mort depuis longtemps et Pat Dugan est plus ou moins à la retraite héroïque, tout en continuant 2-3 activités quand même ici et là. C'est d'ailleurs pour ça que la famille a déménagé, parce que Pat en fait a reçu des renseignements très étranges en direction de la ville de Blue Valley, l'ancienne ville où a grandi Kid Flash. Et bien que ces jours de gros costauds bagarreurs, au bon Pat Dugan soient derrière lui, il compte quand même pouvoir assurer avec une armure robotique qu'il s'est créée, et qu'il a surnommée Stripe, en honneur de son ancien nom de code, Stripesy, et aussi parce que ça donne Special Tactics Robotic Integrated Power Enhancer, et qu'on adore les acronymes en comics. Courtney ne l'entend pas de cette oreille. Elle trouve également une ceinture, la ceinture convertisseuse d'énergie cosmique qui donnait ses pouvoirs au premier Star Spangled Kid, et cherche donc à devenir elle-même la Star Spangled Kid. À moitié pour ennuyer son beau-père et à moitié pour chercher un nouveau sens à sa vie. Le duo, forcé au départ, va commencer à s'apprécier, cela l'aidera à accepter son nouveau beau-père, et va l'amener à peu s'intégrer à la vie super-héroïque autour d'elle, tout en continuant dans sa propre série à enquêter sur les disparitions de nombreux jeunes dans la ville de Blue Valley. Elle va commencer à s'intégrer dans la Justice Society, en devenir un membre très important, et amène en fait un peu tout le côté transmission générationnelle qui va faire petit à petit tout le sel en fait de la série de la JSA. Elle est les figures d'autorité et son appareil dentaire, elle a dû se battre contre le premier fils de Pat Dugan, Mike, pour savoir qui mériterait le plus d'être le nouveau Star Spangled Kid. Elle combat Solomon Grundy, Johnny Sorrow, le Dragon King et bien d'autres vilains bien plus puissants avec l'aide d'autres héros comme Black Canary, le Shining Knight, etc. Et en plus, son père biologique à elle revient. Et si elle est heureuse au début, au final, elle découvre que c'est un plagiariste et un voleur qui va même lui voler la seule photo que Courtney avait encore de lui et qu'elle chérissait jusque-là. C'est suite à cette déception et à la réaction très réconfortante de Pat vis-à-vis de Courtney, que celle-ci va vraiment le considérer comme son père désormais. C'est une conclusion très sympathique à cette petite série Stars and Stripes, mais c'est pas la fin du chemin super-héroïque pour Courtney, qui va continuer justement son petit bonhomme de chemin, notamment dans la série Justice Society, où elle va devenir l'un des personnages les plus importants de cette version de l'équipe. J'insiste, c'est vraiment l'un des piliers. D'ailleurs, plutôt que de s'appeler Star Spangled Kid, elle va décider de s'appeler plus simplement Stargirl, après un cadeau du personnage de Starman, qui lui donne son bâton cosmique. Elle est donc désormais la récipiendaire de 2 traditions super-héroïques, ce qui est assez rare, mine de rien. Elle va connaître quelques crushs dans le monde super-héroïque, un assez bref sur le Robin Tim Drake,
un qui va les faire sortir ensemble avec Billy Batson, alias le capitaine qui crie Shazam. Mais comme pour les autres, ils ont l'impression qu'il y a une différence d'âge, leur couple s'arrêtera un peu via justement le regard d'autrui. Et le fait que Billy ne veuille pas dévoiler au plus grand nombre son identité secrète. Il est teasé plusieurs fois un début de relation amoureuse qui pourrait naître dans le futur avec Al Rostheim, alias Atom Smasher, mais rien n'est fait. Par contre, excusez-moi, mais quel CV super-héroïque! Étant dans une des plus grandes équipes de DC, et la représentante en son sein de la nouvelle génération, elle est grandement mise en avant finalement partout, mais sans oublier sa vie personnelle. Elle continue à évoluer, elle rentre à l'université, il y a sa demi-sœur Patricia Degan qui naît, il y a la mort de son père biologique qui va lui faire changer encore plus d'avis sur la famille et sur l'héritage entre les personnes, les liens invisibles venus du passé, tout ça. Et finalement, son évolution se termine pour en faire une héroïne de premier plan, aimée et respectée de tous ses pairs. Mais voilà, les New 52 arrivent et retour à la case départ. Et comme la Justice Society n'existe plus dans cette version de l'univers DC, elle va être dans la Justice League of America. Alors non, pas la Justice League, la Justice League of America, parce qu'il y a plusieurs Justice League. C'était censé simplifier les New 52, je trouve que c'est un peu compliqué. Pourquoi faire simple quand on peut faire hyper compliqué et confus? Alors, pour Stargirl, son origine il reste à peu près inchangé. Pat Dugan a de l'équipement, toujours appartenant à un autre héros désormais mort, mais dont on te dit rien parce que on a un peu tout cassé et on n'a pas eu le temps de vraiment créer quelque chose de cohérent, malheureusement. On a donc une version très rushée, malheureusement, de son développement, qui continue ensuite dans les titres Justice League United, une version de la team qui se trouve au Canada, mais qui a eu de très mauvaises ventes et qui sera annulée au bout de 16 numéros seulement, ce qui est bien dommage parce que moi j'aimais bien le titre. Et bref, on la voit assez peu jusqu'à un retour en grâce ces dernières années, avec en général le retour de la JSA, de la Justice Society en ligne de mire, qui vient d'arriver d'ailleurs tout récemment, et dont Stargirl a même eu droit à sa propre mini-série Stargirl on the Lost Children, qui sauve littéralement des dizaines et des dizaines d'anciens sidekicks. Et voilà où on en est, et difficile de savoir ce qui attend, au moment de ce top, le personnage par la suite. Ce sera sans doute au sein de la Justice Society, mais comment, dans quel contexte, tout est ouvert. Tout ce que je sais, c'est que ce personnage m'est très proche, c'est une des figures de la future génération de héros que je plébiscite, qui a une évolution de personnage vraiment bien faite et qui juste me fait plaisir à suivre. C'est pourquoi Stargirl veille sur Blue Valley et la 25e place de Stop. Numéro 24, Jay Garrick. Jay Garrick est le premier Flash. Apparu à la lisière entre 1939 et 1940, il est mon deuxième speedster préféré. Alors un speedster, qu'est-ce que c'est? C'est ces gens qui vont super vite dans l'univers DC, et il y en a un paquet dans cet univers, que ce soit les multiples Flash, ou encore des héros qui y sont associés, comme, je sais pas moi, Jesse Quick, Max Mercury et quelques autres. Car ils pissent tous à la même force, la même source, la Speed Force, ou Force Véloce en français, mais tout ça, c'est de la réécriture postérieure, car on va parler des débuts de Jay Garrick, et franchement, tout ça, ça n'existait pas à son époque. Jay Garrick est un jeune adulte, tout ce qu'il y a de plus lambda, si ce n'est qu'il est quarterback et scientifique. Prends ça dans les dents, le cliché des nerds. Il aide le professeur Hughes dans ses expériences et inhale malencontreusement de l'eau dure. Et bref, ça lui donne des super pouvoirs. Alors oui, c'était clairement un prétexte, de nombreuses réécritures vont avoir lieu au fil du temps pour tenter d'améliorer cette origin story, et non, c'était de l'eau lourde, utilisée dans les réacteurs nucléaires. Non, en fait, ça a juste activé un gène dormant chez Jay. Bref, c'est compliqué de ce point de vue-là. Mais en tout cas, l'histoire d'origine de Flash, que je possède même en mini-comics, est très claire sur un point, ça lui permet d'aller très vite et d'avoir les réflexes qui vont avec. Parce que sinon, ce serait plutôt une histoire d'horreur, je pense. Et les histoires de Jay Garrick, à cette époque de l'âge d'or, on n'est pas franchement dans le best of the best, mais on est dans du sympathique assez constant, je trouve. Et je suis toutes ces aventures finalement sans déplaisir. Il se retrouve à abandonner sa carrière dans le football américain pour devenir un héros de plein droit, Flash. Il s'habille comme on imagine un humain lambda qui découvrirait des pouvoirs s'habillerait au début, mais lui, il change pas de costume, c'est toujours le même, à peu de choses près. Il porte un casque sur sa tête, ce qui fait penser au dieu Hermès, dieu de la vitesse chez les Grecs, mais c'est pas tout, car ce casque appartenait aussi à son propre père, qui avait fait la Première Guerre mondiale avec. C'est assez peu réaliste d'imaginer un gars comme ça dans les tranchées, mais pourquoi pas. Et le casque, il a parfois des usages autres, comme l'envoyer comme le bouclier de Captain America, renvoyer des rayons... Bref, il sert à autre chose que du cosmétique, c'est un peu cool.
Le rapport de Jay Garrick à l'identité secrète est compliqué, car il n'a pas de masque. Au début, dans les toutes premières histoires, il semble même que Jay Garrick assume d'être Flash et que tout le monde peut le savoir, comme par exemple dans le numéro 6 de Flash où ça apparaît assez clair, mine de rien. Mais avec le temps est apparue une petite ruse consistant à dire que Jay brouille ses traits avec sa super vitesse histoire de ne pas être reconnu. Une ruse qui ne marche pas tellement, puisque celle qui deviendra sa femme, Joanne, l'a quand même reconnue. Bon, après, reconnaître l'être aimé, c'est un thème romantique, donc passe droit. En tout cas, Jay Garrick révélera au monde entier son identité secrète en 1978 et l'a toujours assumée depuis. Ce qui fait que ça arrive régulièrement qu'il y ait des vilains qui viennent chez lui pour la castagne, en fait. En parlant de vilains, au début, Jay il a surtout des vilains humoristiques, comme les 3 idiots ou encore les 4 sans défaut. Oui, je fais de la francisation. Mais il a aussi des ennemis plus sérieux, comme le Rival ou Edward Clarisse, qui est une sorte de double négatif à super vitesse qui a respiré les mêmes effluves que Jay. Jay a un titre qui marche très bien et se retrouve donc dans la Justice Society des origines, en tant que membre fondateur et aussi que son premier chef de l'équipe. Il est assez humble, il est très gentil, j'aime beaucoup son caractère qui ne s'énerve finalement pratiquement jamais, c'est très très rare, et on est assez loin des habituelles colères des héros. Il a une sorte de bon sens, de connaissance instinctive du bien et du mal que je mettrais parfois même au-dessus de celle de Superman, à mon humble avis. Il deviendra très ami avec le premier Green Lantern, Alan Scott, qui a été à ça d'apparaître dans le top. Et en tout cas, cette amitié commencera une longue tradition d'amitié entre tous les Flash et tous les Green Lantern. Mais quand la tradition super-héroïque déclinera, et aussi la Justice Society, Jay sera montré un peu fatigué et surtout finalement désireux de vivre sa vie de couple avec Joanne, qui vient d'épouser. Il devient donc un scientifique travaillant dans divers laboratoires, et c'est ainsi qu'en 1961, il sort de sa retraite pour rencontrer le Flash de Terre 1, Barry Allen, un petit jeune qui était très fan de sa série de comics. C'est pour ça qu'il s'est appelé lui-même Flash. Oui, on apprend que Jay Garrick et la JSA vivaient sur Terre 2, et que finalement, sur Terre 1, leurs aventures c'était des comic books. C'est un artifice narratif assez peu subtil, mais charmant dans sa naïveté, je trouve. Suite à cela, toute la Justice Society renaîtra, toujours avec Jay Garrick en son centre, qui est devenu plus ou moins le cœur de la Justice Society. Il devient une sorte de mentor pour tout le monde, pas seulement les Flash, mais aussi les petits jeunes d'Infinity Inc., et basiquement tous ceux qui croisent sa route. Il s'intègre sur la Terre principale de Terre 1 plutôt facilement, et on continue à l'utiliser. Avec parcimonie, certes, mais beaucoup plus que bien d'autres héros de cette époque. Et on l'utilise même pour créer un clone maléfique de lui-même, qui s'appelle Velocity, avec l'aide de l'équipe de héros des Outsiders. Je veux dire, même pendant la période DC Rebirth, quand il a fallu représenter le passé perdu de DC Comics, on a utilisé certes Wally West, mais aussi Jay Garrick, qui a été tout un fil rouge, et justement pour retrouver Jay Garrick, qui était un représentant, le représentant même du passé. Et c'est aussi lui qui est une des premières figures du titre qui va réinventer la Justice Society dans le titre Earth 2, tout simplement des New 52. Bref, Jay Garrick c'est une institution dans le monde des comics, c'est un des piliers. Si ce n'est, peut-être, j'abuse peut-être là, mais un peu le pilier de toutes les relations passées de DC finalement. Et c'est l'un des points forts de l'éditeur, utiliser cette tapisserie interconnectée de bientôt 100 ans d'histoire. On n'y est pas encore, mais ça s'approche mine de rien doucement. Et encore récemment, on a enfin donné une fille au couple Joanne et Jay. Bien que toujours des seniors, on découvre que leur enfant a été kidnappé dans le temps vers les années 60, et ils viennent en fait de la récupérer en 2023. Ça a fait l'objet d'une mini-série sur Jay et sa fille qui reste simple mais bonne, soit exactement ce que je pense du personnage. Simple, mais bon. Diablement bon. Et il veille sur la ville de Keystone City, elle est à 24e place de Stop. Numéro 23, John Stewart. John Stewart est mon deuxième Green Lantern préféré de tous les Green Lanterns, et il y en a plein des Green Lanterns, que j'aime bien en plus. Il est apparu en 1971 dans le numéro 87 de Green Lantern. À l'époque, on cherche plus ou moins à créer des remplaçants à Hal Jordan, parce que Hal n'est pas un personnage très stable à l'époque. Présenté comme un peu maladroit et très fluctuant, mine de rien, il y a déjà eu plusieurs personnages qui ont été créés pour le remplacer le temps d'une ou plusieurs histoires. Ce fut le cas de Guy Gardner en 1968, puis donc de John Stewart en 1971. John, c'est un gars qui nous est présenté comme allant à l'essentiel.
même si Hal Jordan est contre lui au départ, le trouvant très rétif à toute figure d'autorité. C'est ironique, mais c'est vrai. Néanmoins, la première mission de Jon Stewart, qui est de protéger un politicien raciste, se trouvera être un succès, et il a même l'occasion de montrer à Hal Jordan qui sait que c'est le meilleur, en découvrant que c'est le politicien lui-même qui a monté en place l'attaque pour gagner des points dans les sondages et faire monter l'insécurité. Jon Stewart devient donc le nouveau Green Lantern en backup à Hal, et va avoir le droit à quelques missions, notamment avec la Ligue de Justice, avec toujours au début une petite méfiance, mais qui s'estompe petit à petit en découvrant à quel point Jon est juste bon. C'est un architecte qui donne plus de précision et de force à ses constructions faites avec l'anneau, et ça devient une force. Au début des années 80, Hal Jordan prend sa retraite du corps des Green Lantern, et Jon Stewart devient le lanterne principal de la Terre et du secteur 2814, un rôle qu'il va le tenir pendant 6 ans, et jusqu'à l'arrivée de Crisis on Infinite Earths, où il ne perd absolument pas son statut, mais juste le partage avec plusieurs autres lanternes, à savoir Katmatui, Kilowog, Salah, Carisia, Chweep, et les 2 autres lanternes humains que sont Hal et Guy Gardner. D'ailleurs, Jon Stewart est en relation très poussée avec Katmatui, elle qui l'a entraîné pour qu'il devienne encore meilleur, et les deux se sont même mariés. Numéro 212 de Green Lantern pour voir l'union heureuse. Malheureusement, l'époque du Dark et du Grim and Gritty commence à pointer le petit bout de son nez. On va tuer Katmatui en 1988 des mains de Star Sapphire, et Stewart va perdre le pouvoir de son anneau via les plans diaboliques de Sinestro. Et en plus, on va l'accuser d'avoir tué Carol Ferris derrière, puis le torturer pour vol pendant plusieurs semaines dans le pays fictif de la Namibie du Sud. Hal va aider à remettre son anneau en état de marche à Jon, mais bref, ça va pas fort. Et ça va aller encore moins fort quand, juste après, il est responsable de la destruction de la planète Xanthi dans l'histoire Cosmic Odyssey, toujours en 1988, année de merde pour Jon Stewart, décidément. Il a renvoyé Martian Manhunter par sentiment de supériorité, et finalement ne peut pas arrêter la bombe qui va détruire la planète parce que elle est jaune. Et les anneaux de Green Lantern ne fonctionnent pas sur le jaune. Son hubris causera donc la perte de la planète. Les années 90 vont donc connaître un Jon Stewart rongé par la culpabilité de la perte de Xanthi, qui va s'occuper donc d'un monde composé de plusieurs bouts d'autres mondes, qui a été créé par un gardien fou. Jon Stewart va donc devenir le gardien de ce monde, de cette mosaïque, et va chercher pendant plusieurs années à faire s'entendre des civilisations extrêmement différentes, désormais obligées de devenir des voisins. Et suite à cet exploit, parce que oui, ça va plus ou moins marcher, Jon Stewart est même devenu pour un temps un des gardiens lui-même. Mais ça ne durera pas. Il rejoindra le corps opposé des Darkstar, on deviendra même le directeur, jusqu'à ce qu'une bataille contre d'autres Darkstar ne le laisse paralysé au niveau des jambes. Il restera alité jusqu'à ce que Hal Jordan, alors le grand vilain Parallax tout-puissant, ne lui rende l'usage de ses jambes en utilisant ses pouvoirs. Mais le corps des Green Lantern est alors détruit, il ne reste plus que Kyle Rayner, qui va réussir à relancer un semblant de corps et donnera un nouvel anneau à Jon Stewart. Et Hal Jordan va revenir, tout ça, et la Terre aura désormais 2 Green Lantern à temps plein, Hal Jordan et Jon Stewart. Juste retour des choses pour celui qui a assuré pendant l'ensemble des années 80, mine de rien, sur ce rôle. Par contre, on va commencer à faire des retcons, des changements dans la continuité sur son métier, on va commencer à parler parfois de passer de marine, et je suis beaucoup moins fan que, son travail d'architecte. Alors oui, ça vient du dessin animé, mais ça avait sa propre logique à l'époque. Et disons qu'en comics ça marche moins, on a déjà trop ce genre de profil justement dans le corps des Green Lantern, j'ai l'impression des soldats. Je préfère largement le côté architecte, et voilà, l'architecte et ses constructions, en fait c'est tellement limpide et unique comme proposition, je préfère largement. Et Jon Stewart n'a pas tellement évolué depuis. Oh, il lui est arrivé plein de choses, On a même essayé de le faire devenir un dieu dernièrement, au début des années 2020, mais en tant que personnage, il reste le même depuis que Geoff Johns l'a redéfini. On a réussi à concilier l'aspect marine et architecte, en disant qu'il a été dans l'armée puis a fait ses études d'architecture avec l'argent de l'armée, mais il reste à peu de choses près le même, et ça tombe bien parce que j'adore ce personnage. Loyal, beaucoup plus sage qu'à ses débuts, avec des fêlures mais qui tente de changer, un personnage extraordinaire qui me plaît dès qu'il apparaît. Et c'est pour ça qu'il veille sur le secteur 2814 à la 23e place de Stop. Numéro 22, Plastic Man.
Plastic Man est un héros élastique bien plus vieux que vous ne le pensez. Il est né en 1941 chez un autre éditeur que DC Comics, mais comme le personnage de la question, le personnage s'est fait racheter. Et comme pour le personnage de la question à la base, la personnalité du créateur est hyper importante pour le personnage. Né chez l'éditeur Quality Comics, Plastic Man est surtout la création du scénariste/dessinateur Jack Cole. Et quel personnage! Plastic Man, c'est l'un des premiers à vraiment considérer l'humour pour un personnage de super-héros. Ce n'est pas, comme Ma Uncle et Red Tornado, un personnage humoristique qui devient par inadvertance un super-héros, mais bien un super-héros qui cherche aussi à être humoristique. Cela, associé à l'inventivité de Jack Cole, va en faire l'un des personnages les plus connus de l'éditeur Quality Comics. Le principe est que le petit malfrat Patrick Hill O'Brien, surnommé l'Anguille, participe à un braquage, mais est touché à l'épaule par un liquide étrange. Désorienté, il s'évanouit dans la nature, mais est recueilli par un moine un peu ermite, qui sent finalement du bon en lui et du coup ne l'a pas livré à la police. Touché par cet acte, Plastic Man décidera de revenir du bon côté de la loi, et découvre en même temps que le liquide lui a donné la capacité de devenir élastique et de changer sa forme à volonté. Par contre, il doit garder les couleurs qu'il porte et décidera de porter un costume rouge, jaune et noir pour plus facilement se fondre dans les décors selon les formes qu'il donne à son corps qui, elles, sont illimitées. Il est donc un personnage de cartoon qui va capturer des malfrats parfaitement normaux. Néanmoins, il n'est pas un personnage de cartoon dans sa personnalité. Plastic Man est quelqu'un d'un peu plus sérieux que ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui avec lui. Non, c'est plutôt son acolyte, le ventripotent Woozy Winks, qui jouera le rôle spirituel du cartoon, et le personnage avec les pouvoirs de cartoon est finalement celui qui doit sortir ce personnage de toutes les situations rocambolesques qui lui arrivent. C'est pour tout dire l'un des comics les plus fun encore à suivre à l'époque actuelle des histoires de l'âge d'or, surtout grâce au fun en fait que Jack Cole a réussi à insuffler dans chacune de ses histoires et à l'inventivité des pouvoirs utilisés. Je veux dire, Red Richards doit pratiquement tout à Plastic Man, par exemple. Mais malheureusement, Quality Comics cessera de publier dans la fin des années 50 et Plastic Man connaîtra sa dernière histoire en 1956. Plastic Man sera ensuite republié par DC en 1966 dans sa propre série, dans l'idée d'adapter le personnage à une série télé, mais deviendra finalement un personnage de dessin animé plus tard, de 1979 à 1980 dans The Plastic Man Comedy Adventure Show. Bref, même si le personnage ne rencontre pas un succès fou, il a une certaine notoriété de par ses histoires initiales et quelques efforts faits par DC. Ainsi, quand les terres sont mélangées, on va nous parler du sort de Plastic Man dans une mini-série en 1988, où rien ne change vraiment, sauf que Plastic Man n'est pas recueilli par un moine, désire en fait se suicider en voyant ce qu'il est devenu, et est arrêté par un échappé d'un asile, Woozy Winks. Et les deux essayent de devenir riches avec les pouvoirs de O'Brien. Mais cette version, si elle tente de garder l'esprit de base des premières histoires, en poussant l'accélérateur sur l'humour et la bizarrerie, ne tiendra pas, car c'est une autre version du personnage qui va gagner en popularité. Plus de Woozy Winks, un retour au personnage reformé par la bonté d'un autre, mais ce n'est plus un moine lambda, non, cette fois-ci, c'est Batman. Bon, c'est logique, Batman a aidé plein de criminels à se réformer, si, je vous jure que c'est vrai, mais le problème c'est que Plastic Man, place de son petit nom, il a pas la force de lutter contre le mythe de Batman, et va se faire un petit peu engluer dedans. Et du coup, il n'est plus sérieux ce personnage, il récupère le caractère de cartoon de son ancien acolyte, Woozy Winks, et c'est Batman qui sert de personnage sérieux. Ce qui fait mine de rien un assez grand changement de paradigme pour le personnage. Il fera notamment partie de la Justice League et aura tout un développement de personnage et une belle intrigue autour de son fils, avec qui il a du mal à vraiment interagir. Mais la vraie bonne série du personnage des années 2000, c'est celle de Kyle Baker, qui jouera encore plus sur le côté cartoon du perso dans une série qui a été saluée par la critique. Et il est plus ou moins resté ce personnage en fait. Les New 52 ne l'ont pas trop utilisé, le considérant sans doute trop stupide pour ces années qui se prenaient un peu trop au sérieux à mon goût, et il a eu le droit à son retour depuis les métalleries de Snyder, d'abord en tant que parodie de Red Richards dans l'équipe The Terrifics, puis dans sa propre série solo où quelqu'un menace de tuer la Justice League et seul Plastic Man peut les sauver. Bref, on n'est pas dans la meilleure des périodes pour le personnage, mais celui-ci reste assez unique dans le monde des comics. Il est l'exemple de comment on doit bidouiller un personnage pour le faire rentrer dans le moule pour qu'il fonctionne dans un autre univers, et surtout, il reste fun et inventif en fait. Et il est sans doute caché sous la forme d'un fauteuil à la 22e place de Stop. Numéro 21, Martian Manhunter.
Martian Manhunter est un personnage que je trouve assez en retrait dans l'univers DC actuel, et je vous avoue que ça me chagrine beaucoup, parce que le personnage est juste super. Inspiré d'une histoire de Batman avec un détective martien de 1953, le personnage fera ses débuts dans des histoires courtes en complément du magazine Detective Comics en 1955. Martien arrivé contre son gré sur Terre de par les expériences sur la téléportation du professeur Herdel, ce dernier meurt dans les bras de John Jones, un détective martien, un Martian Manhunter. Bloqué sur Terre, il va d'abord tenter de s'intégrer en devenant un flic nommé John Jones. Comme l'époque n'est pas vraiment au super-héros, le personnage reste principalement sous forme humaine, bien que son look héroïque existe déjà, peau verte, bretelles rouges en X et quelques pouvoirs, la télépathie, le vol, la super-force. Ah, et bizarrement sa faiblesse au feu ne fonctionne que quand il est dans sa forme martienne, comme beaucoup de ses autres pouvoirs. Mais il reste caché et tente parfois de retourner sur Mars, qui n'est pas vraiment un monde mort à l'époque. Mars est vivante, et c'est toujours une des questions morales en fait, comme par exemple sauver une fille, qui fait que John Jones ne quitte pas la Terre. On voit même son petit frère, Tom Jones. C'est vous dire à quel point Mars est bien vivante. Mais voilà, les super-héros reviennent à la mode, merci Barry Allen, et du coup John se dévoile et devient membre de la Justice League. Il continue ses titres solo, mais cela change drastiquement. Fini les enquêtes, son identité de détective est apparemment tuée par l'idole de Diabolou, une tête étrange surnaturelle qui deviendra une sorte d'ennemi personnel que le Martian Manhunter combattra pendant plusieurs années. Puis on revient à du détective avec un personnage qui s'infiltre dans un cartel mafieux nommé Vulture. Et après ça, c'est la fin des aventures solo du personnage pour un bon moment. Car s'il était aussi présent dans la Justice League, c'est exactement parce qu'il remplaçait très avantageusement Superman, qu'on évitait de trop mettre dans la Ligue, histoire de mettre en avant d'autres personnages. Mais en 1968, cela change, Superman devient beaucoup plus actif dans la Justice League, et le Martien fait donc doublon au niveau des pouvoirs. Eh bien, soit, ses amis de Mars viennent le chercher, et comme entre-temps la planète Mars est pour le coup devenue morte, eh bien John Jones et ce qu'il reste des siens choisissent une nouvelle planète hors du système solaire pour y créer la nouvelle Mars. Et le personnage apparaîtra du coup beaucoup moins dans les années 70, on a une apparition ici et là quand on va dans l'espace et c'est un peu tout. Il revient sur Terre définitivement en 1984, juste à temps pour Crisis on Infinite Earths, qui va encore permettre de tout changer. C'est en 1988 que Jean-Marc de Matteis et Mark Badger vont modifier le personnage, dont l'expérience du docteur Herdel l'a plutôt déplacé dans le temps, en plus que d'être déplacé dans l'espace, et que la race martienne est donc morte depuis des siècles. Ce qui gêne un petit peu le retour. On découvre la vraie forme des Martiens, adoptée uniquement dans l'intimité et plein d'autres trucs, bref, je conseille la série. Et aussi, le personnage revient dans la Justice League, et en devient plus ou moins un personnage à la fois sérieux, mais qui sait aussi se détendre et être comique, dont l'exemple de sa passion dévorante pour les Oreos devient, finalement, le symbole le plus flagrant. Il lui arrive plein de choses dans la Ligue, se lie avec le nécromancien Bloodwind, ce genre de choses, mais il n'a pas trop d'aventures solo. Ou alors placé dans le passé, comme la mini-série American Secrets, qui nous montre le personnage dans les années 50, qui résout une affaire remplie de paranoïa et d'aliens. La race des Martiens est encore une fois modifiée avec l'arrivée de son demi-frère perturbé Maléfac dans les pages de Justice League, une série où Martian Manhunter devient plus ou moins le cœur de la Ligue, puisqu'il a finalement été présent dans beaucoup des itérations de cette équipe. Et ce rôle de cœur émotionnel va servir pas mal, que ce soit via la narration, via son point de vue dans World War III, sa supposée mort dans Infinite Crisis, puis sa vraie mort dans Final Crisis, des mains du vilain Libra. Il sera ressuscité, comme plein d'autres personnages pour servir dans Brightest Day, et celui qui est un extraterrestre, celui qui est hors dehors de la Terre, devient finalement l'entité de la Terre elle-même, et si c'est pas un beau message, ça, je ne sais pas ce que c'est. Puis arrivent les New 52, et forcément on rabat les cartes, et Martian Manhunter n'est plus sur Terre. Donc plus dans la Justice League non plus. Mais dans l'équipe de Stormwatch, et soyons francs, ça marche pas en fait. On le verra revenu plus ou moins à la normale dans la Justice League de Scott Snyder, mais à part ça et la mini-série sympathique de Riley Rossmo, le personnage est relativement oublié aujourd'hui, et ça m'énerve un peu, parce que déjà d'une, il est trop bien, et aussi malheureusement parce que on a tendance à oublier beaucoup de choses sur le personnage, et ça explique certaines inconsistances dans son histoire éditoriale. Par exemple, qui se souvient qu'il avait surmonté sa peur du feu dans les pages de la Justice League ? Qu'il était perdu dans l'espace avant de réapparaître comme par magie sur Terre pour qu'on le tue dans Final Crisis ?
Et ces inconsistances sont aussi sans doute une part de l'explication de pourquoi le personnage ne plaît pas à tant de monde que ça sur la durée, que oui, le concept il est bien, mais tu sais... Mais bref, moi je reste persuadé que le personnage est exceptionnel et mérite bien mieux, et il changera de forme à la 21e place de Stop. Numéro 20, John Constantine. Bon, que ce soit clair de suite, John Constantine est un connard sans cœur. Mais c'est mon connard sans cœur, ok ? John Constantine, c'est un magicien qui a été inventé pour servir de personnage secondaire dans la série Swamp Thing, dans le numéro 37 sorti en 1985, pour être plus précis. Ce qui signifie qu'il est créé par monsieur Alan Moore, et ça déjà, ça, c'est cool. Il est le Hellblazer, soit littéralement la veste de l'enfer, ce qui fait référence à son trench coat qu'il porte pratiquement en permanence, et à sa capacité à créer les pires bourbiers ésotériques ever. Ah, et aussi du fait qu'il n'a aucune morale, et qu'il ne s'est jamais embarrassé de la moindre éthique. Et tac. À la base, dans le titre Swamp Thing, on pense juste que sa moralité est assez basse, mais il apparaît comme le conseiller surnaturel de la créature du marais. Il a son visage basé sur celui du chanteur Sting. Ah, et sa deuxième apparition ever, c'est dans Crisis on Infinite Earths, et c'est trop cool, même s'il a une veste verte, parce que le personnage n'est pas encore très bien établi. C'est en 1988 que tout va changer pour le personnage, qui reçoit sa propre série, Hellblazer. Un titre immensément cool pour une époque où on pouvait encore faire des titres au long cours sans devoir forcément mettre le nom du personnage dedans, une pratique actuelle du monde des comics américains que j'aime pas vraiment. Je veux dire, on peut laisser un truc juste imaginatif comme la veste de l'enfer, tu vois, on n'est pas obligé de dire John Constantine. Dans ce titre, qui deviendra le plus long titre de la ligne Vertigo avec ses 300 numéros, John Constantine est dépeint comme un Britannique sans illusion, rempli de cynisme, mais aussi d'un peu de compassion qui le pousse toujours à avoir quelques poussées d'héroïsme, mais qui lutte toujours contre l'influence du ciel et de l'enfer dans les affaires des hommes, qui doivent être laissés tranquilles selon lui. Ce qui permet de dire aussi que le personnage est un humaniste, quelque part. Il a beaucoup d'amis et de contacts, et en même temps peu de vrais amis, car ceux qui lui sont vraiment proches ont tendance à finir très mal. Fumeur invétéré, membre de la Trenchcoat Brigade, le titre Hellblazer est pour moi un incontournable, un des monuments du comics qui a créé un personnage horriblement ambigu et incroyablement perturbant. Mais perturbamment bon, du genre qui te fait réfléchir. La fin du titre Hellblazer reste pour moi un déchirement, comme toute fin de tradition bien cool. Mais ce qui est fait, et tout n'est pas si moche. Constantine a été absorbé dans l'univers DC normal, un peu avant les New 52, avec Brightest Day, et retrouve ses camarades super-héros avec qui il avait joué un petit peu avant de disparaître dans les titres Vertigo, où il avait plus le droit d'aller voir les personnages de super-héros. Les New 52 créeront un besoin moindre pour Vertigo, et la nouvelle version plus jeune, plus héroïque de Constantine prendra sa place, avec malheureusement moins de gouaille, il faut le dire. Mais avec le temps, Constantine saura avoir les deux aspects, celui plus vertigoesque que l'on retrouve actuellement dans les titres nommés Hellblazer, sous la plume de Simon Spurrier, et un versant plus magicien, héroïque, que l'on retrouve par exemple dans le titre Justice League Dark. Mais oui, il y a eu une époque compliquée pour le personnage qui avait perdu un peu de sa grandeur, mais c'était qu'un contretemps passager, comme souvent au final. Mais j'adore l'ambiguïté du personnage, la précision de son écriture et l'entre-deux qu'il représente. Et c'est pourquoi il fume une Silk dans son impair délavé à la 20e place de Stop. Numéro 19, Wally West. Je vous avais bien dit qu'il y aurait un autre Flash dans Stop, mais vous ne vous y attendiez sans doute pas aussitôt, j'imagine. Et oui, Wally West, l'ancien Kid Flash qui a repris le flambeau de Flash quand Barry Allen était mort, le 3e Flash, voilà qui est Wally West. C'est en 1959, dans le numéro 110 de Flash, que Wally West apparaît. Le numéro 110 pourrait vous faire croire que Barry Allen a eu plein d'histoires tout seul avant d'avoir un sidekick, mais non, en fait, il a repris la numérotation du tout premier Flash, et en fait, Barry Allen, il est apparu au numéro 105. Donc en fait, il a eu seulement 5 numéros en solo, avant d'avoir un sidekick. Wally, ou Wallace Rodolph West, de son nom complet, est le neveu d'Iris West, la petite amie / fiancée de Barry Allen. Et alors qu'il visite le laboratoire de Barry, l'accident qui a filé ses pouvoirs à Flash se reproduit, et Wally obtient les mêmes pouvoirs. Ah bah ça tombe bien alors. Et il devient donc le sidekick de Flash, Kid Flash. Oui, autant pour l'origine story que pour le nom, ils se sont pas foulés.
Mais pour le reste, c'est vraiment pas mal, parce que contrairement à un Robin qui sort jamais sans son chaperon à Bat-Oreille là, eh bien Kid Flash, il vit de nombreuses aventures en solo. Et ça c'est essentiel pour créer un personnage avec son propre lieu d'action, la ville de Blue Valley, dans le Nebraska, dont on a déjà parlé en ce qui concerne Stargirl. Et puis il devient un des membres fondateurs des Teen Titans, lui qui jouait déjà de beaucoup plus de liberté, obtient tout un entourage très distinct de Barry Allen avec sa propre famille et ses propres amis. Wally quittera le monde super-héroïque dans les années 80, d'abord pour vivre sa propre vie, puis ensuite en disant que le fait d'utiliser la super vitesse en grandissant a modifié son métabolisme pendant l'adolescence, et ça commence à le tuer à petit feu. Mais l'antimatière de Crisis on Infinite Earths va le soigner, et ça tombe bien, parce que son mentor, Barry Allen, il s'est sacrifié pour sauver l'univers. Salut mon pote, on t'oubliera jamais, mais la suite de Flash c'est Wally West. Bon, on va pas se cacher que c'est pas extraordinaire de suite, mais Wally est très différent de Barry, une sorte d'être humain du peuple qui aime, pleure, souffre et bordel, qu'est-ce que ça fait du bien. Son histoire d'amour avec Linda Park est d'autant plus forte que Wally a cherché l'amour avant et que le couple s'est construit sur la durée et sur les épreuves. Wally va gagner des pouvoirs et des capacités que Barry n'a jamais eu, comme bouger la vitesse d'un objet sur autre chose, aller plus vite encore que Barry, et peut même soigner les autres. Bon, il le fait assez peu, mais il peut le faire. Bon, il a du mal à vibrer avec autant de maîtrise que Barry, mais ok. Mais il peut défoncer Mongul, ok, un ennemi de Superman. Pas mal. Et puis, il faut créer la suite pour Flash, au cas où. Donc voici Impulse, venu du futur, petit-fils de Barry Allen et Speedster qui a du mal à se contrôler, et pour qui tout va beaucoup trop lentement pour un esprit qui fonctionne à 2000 à l'heure. Le scénariste Mark Waid crée aussi le concept de Speed Force, ou Force Véloce, la conscience de la vitesse qui permet d'unifier tous les types à super vitesse de l'univers DC, et d'ainsi créer une Flash Family similaire à celle des autres grands super-héros. Les grands runs se multiplient, Mark Waid, Grant Morrison, Geoff Jones, et le personnage est un plaisir à suivre pendant pas autant de temps que Barry Allen l'a été lui-même. Le remplacement est fait, il a marché. Et on tente d'aller de l'avant, c'est le principe de Flash. On peut éventuellement regarder en arrière, mais c'est tout en continuant à courir vers l'avant. Alors Wally et sa famille partent s'installer ailleurs, et c'est Impulse, Bart Allen, qui devient le 4e Flash. Mais de courte durée, on ne laisse pas le temps au personnage de s'installer, d'autant que beaucoup de changements lui sont faits, et on ramène Wally pour ensuite ramener Barry Allen, le 2e Flash, celui qui était mort. Mais qui était mort lui, hein. Pourquoi ? Ça, c'est du retour en arrière, et pour moi, c'est un grand non pour les Flash. Mais voilà, il y a des gens chez DC qui n'aiment pas le principe de sidekick, parce que quand ils deviennent trop vieux, en fait, ils vieillissent aussi le personnage dont ils étaient le sidekick. Et Wally, plus encore que Nightwing, représente le temps qui passe, puisque Nightwing est devenu quelque chose à part entière, tandis que Wally a pris la place. Et comme les New 52 veulent restaurer un statu quo extrêmement restrictif, eh bien, au revoir Wally. Salut mon pote. Seules des luttes entre scénaristes et éditorial ramèneront Wally au début de l'ère Rebirth, mais les luttes continueront tout du long, et Wally sera tour à tour le messie qui va tout sauver, un simple personnage dans une série d'équipes ou un tueur sans morale, selon le camp qui a le plus de pouvoir, dans une lutte qui n'a rien à voir avec la qualité ou non des histoires, et c'est un peu pour moi le vrai regret de l'ère Rebirth, finalement. Mais depuis, Wally West est revenu en force, et s'il est officiellement le Flash titulaire, il cohabite sans souci dans le titre avec non seulement Jay Garrick, mais aussi Barry Allen et tous les autres membres de la Flash Family. Et vous savez quoi, je demande pas mieux, je veux que tout le monde cohabite dans la joie et la bonne humeur et qu'on ait des bonnes histoires. Et je kiffe actuellement mon Flash, qui patrouille à la 19e place de Stop. Numéro 18, Cassandra Cain. Bonjour et asseyez-vous, on va juste parler de la meilleure bad girl ever. Oui, j'avais décidé de faire simple et mesuré dans mon intro. Parce que j'adore ce personnage. Encore récemment, pendant ma dépression, c'est l'un des premiers runs où je me suis réfugié niveau lecture pour me faire un petit cocon tout doux. Car Cassandra Cain, créée en 1999, est un sacré personnage. Déjà de par son origin story. Fille de 2 assassins de l'univers DC, Lady Shiva et David Cain, elle a été élevée par son père pour en faire une machine à tuer impitoyable, n'apprenant pas le langage oral, comme vous et moi, mais le langage des corps. Elle peut lire toutes vos intentions de par la façon dont votre corps bouge, et ça déjà, c'est incroyablement cool. Mais en plus, à un très jeune âge, son père l'a forcée à tuer, et elle a vécu la mort en voyant la vie quitter sa victime.
et elle s'est jurée que plus jamais elle ne tuerait. J'en veux plus, moi, des personnages comme ça. Toujours à la recherche de son père, contre qui elle est en rébellion ouverte, elle tombe sur Batman et se prend d'admiration pour lui, tout comme lui la trouve excellente, sans doute la protégée la plus forte qu'il n'ait jamais eue, tant au niveau du caractère que de la puissance brute. Cassandra va donc devenir Batgirl et va être la première à avoir une série régulière. En 1999, oui je sais, c'était un peu tard, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Experte des arts martiaux, elle est une débutante en ce qui concerne les relations humaines, et va donc les apprendre, ainsi que des rudiments de langage, ce qui va lui permettre de s'exprimer. Alors, cet apprentissage du langage, il se fera peut-être un peu vite à mon goût, c'est littéralement le seul vrai reproche que je peux faire au premier run sur le personnage, que j'adore. Et s'il n'y avait que ce premier run, ce personnage serait peut-être encore plus haut dans ce top. Malheureusement, avec un certain succès vient l'attention, et parfois des décisions pas les plus avisées, je trouve. Bon, c'est une bonne chose que d'explorer de possibles sentiments amoureux, mais la faire bouger à Blüdhaven pour lui créer un entourage avant de détruire Blüdhaven pour tuer tous ses nouveaux personnages, est sans doute pas l'idée du siècle. Surtout qu'après, on la suit sous l'identité de Kazumi, dans la série Justice League Elite, que je n'aime pas trop, et qu'encore après, elle se rapproche de la Ligue des Assassins pour être sûre que Lady Shiva soit bien sa mère. Mais il est passé où mon personnage bon qui cherche à expier ses fautes par ses actions? Et pourquoi on est passé à l'excès inverse? Non, parce qu'elle finit par tuer sa mère en l'empalant. Purin, il y a que quelques années entre les deux versions du personnage. Et après, elle devient la leader de la Ligue des Assassins et utilise des pistolets. Ça fait beaucoup là, non? Heureusement, les fans ont beaucoup gueulé contre un changement à 180 degrés sur l'autoroute du bon goût, et petit à petit, le personnage redeviendra une version appréciable, traînant avec les Outsiders et les Teen Titans et redevenant Batgirl. Jusqu'à la pseudo-mort de Batman, qui va la pousser à laisser le costume de Batgirl à sa meilleure amie, Stephanie Brown. Car oui, et ça c'est cool avec ce personnage, c'est son amitié avec Spoiler, une amitié qui permet à Cassandra de devenir plus humaine, et à Stephanie de devenir plus douée. En fait, chacune des relations humaines de Cassandra vont lui permettre de devenir meilleure, comme ses relations avec la première Batgirl, Barbara Gordon, son crush sur Connor Kent, ou le dénommé Zero. Et puis les New 52 vont plus ou moins annuler le personnage, on a même interdit à des auteurs de l'utiliser, ce qui a poussé Scott Snyder à créer un remplacement, Harper Row, qui aurait dû être Cassandra Cain. Mais Cassandra reviendra plus tard, toujours liée à son père Cain, et elle se balade sous le nom d'Orphan, elle dont le rapport justement à ses parents a toujours été au cœur de ses histoires, ce qui est un petit peu étrange du coup. Elle apparaîtra assez peu jusqu'à la série Bad Girls, où elle se retrouve son premier rôle avec son amie Stephanie Brown, et la série Birds of Prey actuelle, et aussi la série Wayne Family Adventures, le webtoon, qui est vachement bien. On peut dire qu'on a retrouvé la Cassandra que j'aime bien, mais oh boy que ce chemin a été compliqué. Et ces complications font que Cassandra Cain n'est qu'à la 18e place de ce top. Et voilà, c'est la fin de cette 4e partie de ce top. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que vous appréciez toujours autant que moi j'apprécie à faire ces vidéos. Voilà, il nous reste 2 épisodes à venir et portez-vous bien jusque-là.